Yes, ça roule, c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Me voilà seul dans une pièce pour lancer une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Invulnérable. Invulnérable. Je vais commencer par vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être un peu. L'histoire du slip, mais je vais vous la raconter telle que vous ne l'avez jamais entendue. Les paillettes, bien sûr, tout ce qui a marché, tout ce qui a réussi, mais aussi les erreurs, les doutes, les vrais ratés, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et aujourd'hui, je vous le dévoile sans phare. 3, 2, 1, slip party. Facile. Le point de départ, vous le connaissez, c'est un pari avec des potes. Véritable histoire véridique. J'ai 24 ans et je cherche une idée de boîte. Et je me dis qu'il y a toujours quelque chose à faire dans la mode, il y aura toujours des nouvelles marques. Et je me dis le sous-vêtement, bah en fait, c'est petit. C'est léger. Ça s'essaye pas. C'est un super produit à vendre sur Internet. Si je veux raconter une histoire qui marche, je vais la faire fabriquer en France. On va pouvoir raconter le savoir-faire des ouvrières, des ouvriers, montrer comment ça fonctionne, montrer les coulisses et ça va intéresser les gens. Je vais boire des verres avec des potes et je leur dis les gars, je vais monter une marque de sous-vêtements vendue sur Internet, une marque de slip online. Et là, j'ai un pote qui me dit une marque de slip online, mec, t'es malade, ça va jamais marcher, tu vas jamais vendre le moindre slip. Je lui dis je vais pas faire n'importe quel slip, je vais faire le slip français et tu vas voir, ça va marcher. Et ça démarre comme ça. Donc ce soir-là, je rentre chez moi, je tape du coup sous-vêtements fabrication française dans Google. En page 12, je tombe sur une usine en Dordogne. J'ai jamais mis les pieds dans un atelier textile. Je vais à la rencontre de cette équipe, 50 ans de savoir-faire, tricotage, confection, et je fais fabriquer mes 600 premiers slips que je ramène dans le coffre d'une bagnole de location, une Picasso rouge louée à la gare d'Angoulême que je ramène chez ma grand-mère à Paris, et je mets ça dans son garage. Le 15 septembre 2011, je lance le slipfrançais.fr en me disant, au pire, j'aurai des slips pour toute ma vie. Le mec est barge. 600 slips. Anecdote que j'ai jamais racontée, sur le chemin où je ramène les 600 slips de l'usine jusqu'à chez ma grand-mère, je me suis arrêté plusieurs fois pour faire le plein et j'ai changé de slip et de taille à chaque fois en me disant oh, taille S, taille M, lequel est le plus confortable. J'ai aucun contact presse, donc vraiment je fais tout seul. Et là, comme le produit est sympa, l'histoire est rigolote, la photo est plutôt cool, j'ai déjà quelques articles de blog et quelques articles de presse. Ça commence à faire un peu de trafic sur le site et là, les ventes commencent à monter. J'envoie à la main les enveloppes, je mets le nom des gens à qui j'ai écrit, j'envoie les slips à la poste de mon quartier et je dépose vraiment les 2 gros sacs Ikea bleus tous les jours à la poste. Ils m'appellent Monsieur Slip et ça démarre comme ça. Derrière 2012 arrive la campagne présidentielle. François Hollande sort son slogan qui dit le changement c'est maintenant. Et là, moi j'ai des slips dans mon garage, je fais un petit coup de Photoshop et j'écris le changement de slip c'est maintenant. Explosion de partage sur les réseaux sociaux, gros trafic sur le site. 4 000 € de vente par jour, enfin ça va super vite. Et en 2012, l'entreprise passe de 40 000 € en entrepreneur l'année d'avant à 300 000 € de chiffre d'affaires. Simple et efficace. Un accident, mais qui met l'entreprise vraiment sur sa route. 2013, deuxième année, je continue à structurer l'équipe. La surprise du chef, la rencontre avec les équipes de BETC. C'est une recette d'omelette à partir de slip ou de slip à partir d'omelette. Comment est-ce qu'on arrive à créer une vidéo qui fait un buzz sur YouTube à l'époque, plus d'1 million de vues. Et parmi pas mal de choses, ça permet de faire passer l'entreprise de 300 000 € de chiffre d'affaires à 900 000 € de chiffre d'affaires en 2013. Le Made in France est un énorme sujet et on a la chance de passer dans plein d'émissions de télé, sur France 2, sur plein de choses. Donc beaucoup de notoriété, super, l'entreprise continue à grandir. 2014, on passe à 1,5 million € de chiffre d'affaires. On ouvre une première boutique dans le Marais, rue Vieille du Temple. Et là, fin 2014, je suis confronté un peu à un choix de vie et je lance un process de levée de fonds et je vais trouver un premier fonds d'investissement. On passe de 1,5 million de chiffre d'affaires en 2014 à 3,6 millions de chiffre d'affaires en 2015. Le concept du slip bleu, blanc, rouge, Made in France, avec beaucoup de notoriété, beaucoup d'intérêt sur Made in France, grandit très vite. Et donc forcément, comme on s'est mis en phase de risque avec cette première levée de fonds, assez logiquement, il faut passer à la deuxième étape de levée de fonds en 2016 et on cherche du coup un deuxième actionnaire pour nous rejoindre et faire une boîte de plus en plus ambitieuse. Et on finit l'année 2016 juste en dessous de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100% de Made in France bien sûr, et on écrit une histoire que j'aurais jamais imaginée quelques années avant.
2017, on continue sur notre folle lancée. On a agrandi depuis le début de l'entreprise le catalogue produit. On démarre juste des slips, puis les boxers, puis les chaussettes, puis les t-shirts, et maintenant la femme en 2017. 2018, 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vraiment, encore une fois, on passe une marche énorme. Il faut vraiment se remettre dans le contexte où on fabrique tout en France, tricotage, tissage, confection, presque 300 personnes en équivalent temps plein auprès de 80 usines. Et voilà, il faut se rendre compte que le Made in France, c'est un vrai sujet de fond et qui est très émotionnel en fait. À chaque fois que les gens voient cette carte de France, que vous voyez juste là, c'est autant de proximité, de territoire, d'entreprise, de vie. Et c'est ça aussi, une part de ce qu'on défend dans le slip français, cette fabrication française, jusqu'au bout, 100%, mais qui incarne un symbole très fort. Et donc, on poursuit cette folle cavalcade. 2018. Dingue, on sort le slip 2 étoiles, Mbappé porte nos slips, on fait notre meilleure année, presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais 2019 commence à être le moment où le balancier entre tout va bien et il y a peut-être des petits nuages à l'horizon commence à se profiler. Suspense. Les gilets jaunes d'abord qui s'installent sur toute la deuxième partie de l'année 2019. Et je ne sais pas si vous en souvenez, les grèves nationales. Et nous, il se trouve qu'on fait 40% de notre chiffre d'affaires sur la fin de l'année. Noël, les fêtes. Merci pour tous vos cadeaux de Noël que vous faites au slip depuis 13 ans maintenant. Joyeux Noël fait Tous les voyants sont encore ouverts. On est en train de faire une 3e levée de fonds. Il ne faudrait pas que ça vienne un peu coincer dans les virages. J'ai rendez-vous pour signer fin décembre, la veille de la signature. Le fonds en question, avec qui nous sommes en négociation exclusive, me dit « Écoute Guillaume, on comprend qu'en fait vous faites 40% de votre chiffre d'affaires à Noël et on préférait faire cette signature en janvier, une fois qu'on aura la vision complète sur cette fin d'année, puisque le contexte des grèves peut mettre à mal la performance de l'entreprise. » Ok, pas de problème, on reste calme. On va aviser. Mais aviser dans le calme. À tête reposée. Se méfier de nos nerfs. Écoute, qu'est-ce qui peut se passer? Globalement, on va faire une moins bonne performance sur la fin de l'année, mais on va réussir à signer ce deal, il n'y a pas de raison. Je pars en vacances et le 4 janvier 2020 explose notre premier bad buzz, l'histoire du blackface, où 2 salariés de l'entreprise, dans leur vie privée, donc ça n'a rien à voir avec la boîte, se retrouvent dans une soirée blackface et ça explose sur les réseaux sociaux où les gens font l'amalgame total entre le comportement privé de 2 personnes dans leur vie privée et l'entreprise. Moi, j'ai créé cette boîte de toutes pièces, j'ai mis tout ce que j'avais dedans et je me retrouve à gérer une crise externe qui a un impact sur l'entreprise. On se fait casser des vitrines, on a des milliers d'articles de presse qui parlent de ce truc-là, tout le monde a son avis. J'essaie de gérer ça du moins mal que je peux et malheureusement, le fonds annonce qu'il ne pourra pas faire le deal. En raison du contexte, on ne pourra pas poursuivre. Donc là, évidemment, Gloops, la boîte que tu as mis 12 ans de ta vie à construire, elle s'arrête là, maintenant. Je me dis qu'il n'y a pas 20 000 solutions. Évidemment, nos actionnaires nous soutiennent et je les en remercie, ce qui nous permet de au moins pouvoir tenir l'année 2020. Sauf qu'on n'est pas au bout de nos surprises, puisque 2 semaines plus tard... Nous sommes en guerre. Dès demain, midi. Quand on nous dit « Ok, il faut fermer vos 20 boutiques », là, je me redis une deuxième fois « Bon, bah, ok, c'est vraiment mort. C'est vraiment maintenant que ça va s'arrêter. » Mais... En fait, au bout de 2-3 jours, on voit que le trafic reprend sur le site et on recommence à faire du chiffre d'affaires. Donc, au début, on se dit « Est-ce que ça va continuer ?» Et en fait, ça reprend. On arrive à continuer à opérer. Donc, on fait du chiffre et surtout, on voit aussi en parallèle tout de suite le gouvernement, les équipes de Bruno Le Maire, la BPI qui met en place évidemment les PGE. Et je me dis, waouh, en fait, ça va être un bordel sans nom. Il va falloir fabriquer des millions de masques pour équiper la population française. On ne sait pas faire ce produit, on ne sait pas le fabriquer et on ne va pas pouvoir l'importer. Et je rejoins une petite cellule pilotée par Bercy pour fabriquer des masques. Le besoin, il est immense. C'est des millions de masques. Il faut que tout le monde, absolument tous les ateliers et les gens qui vont acheter ces masques, les écoles, les hôpitaux, qui vous voulez, il faut que tous ces gens-là, ils se parlent en direct. Et je crée un fichier Google Sheet sur mon drive perso et je dis ok, on va faire un truc très simple, on va faire 3 onglets. Un onglet avec les matières dispo, un onglet avec les capacités de confection des ateliers et un onglet où on va récupérer les demandes qui nous arrivent par le site web extérieur où les hôpitaux, les écoles, tout le monde dit je veux des masques. Cet outil Google Sheet va devenir le Google Sheet le plus utilisé en France de l'année 2020 et c'est devenu, par embryon, l'association dont j'ai été l'heureux premier président, Savoir Faire Ensemble, qui a permis de coordonner
l'action de 1200 ateliers dans la fabrication de plus de 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour les hôpitaux. Moi, je me souviens de mon équipe du slip qui me dit « Mais Guillaume, c'est pas à nous de faire ça, quelqu'un va le faire, le gouvernement va le faire. » Et non, en fait, c'est la vraie vie, en fait. Dans la vraie vie, vous êtes souvent tout seul et ça fait super peur. Donc pour moi, cet épisode, il est dingue et j'en suis hyper fier. Voilà, donc il y a une vraie part de vulnérabilité dans ce que je vous dis, mais hyper fier de cet épisode. Et c'est à refaire, je le ferai 1000 fois. Fin 2020-2021, après le retournement total de situation que j'ai vécu, ouais, je me dis, à tort, mais je me dis, on est arrivé, c'est gagné. C'est là où il faut se méfier. Quand on se dit c'est gagné, attention. J'aime pas trop beaucoup ça. On se dit avec nos actionnaires, ok, après le Covid, on sort renforcé, les gens vont acheter que local, il faut qu'on devienne la marque de mode engagée et qu'on sorte d'une simple marque de sous-vêtements, on va vendre plein d'autres choses, on va créer plein d'autres choses. Et donc on se dit, ce logo bleu, blanc, rouge, cette petite cocarde qui était amusante, je reviens à l'épisode du blackface, le bleu, blanc, rouge, tout ça, ça résonnait différemment en moi après avoir vécu tout ça. Et je me dis, ok, peut-être qu'on est arrivé au bout d'un cycle et maintenant il faut changer de logo, changer d'ADN et devenir une vraie marque de mode. Et tous les signaux nous poussent vers ça. Et donc on prend une décision stratégique avec nos actionnaires de se dire, ok, on va gommer le côté slip et blague. Et en faisant ça, je crois qu'on fait une belle connerie. On passe à côté total. On perd l'humour, on perd le bleu, blanc, rouge, on perd la fierté de qui on est. J'ai perdu la fierté de ce qu'était le slip français et ce que j'étais moi dedans. Invulnérable. Invulnérable. J'arrive à me faire chialer tout seul dans mon propre premier épisode, c'est pas mal, non? Coupé. Donc voilà, je me suis moi-même eu à mon propre jeu d'invulnérabilité. C'est évidemment le message que je veux passer dans cette vidéo, dans cette série, c'est de dire en fait, on fait tous des erreurs, moi le premier, et c'est ça qui va nous rendre plus forts. Comment est-ce que chacun de nous est vulnérable et peut devenir invulnérable? On change le logo, on change tous les produits et on installe ça début 2022. Et du coup, 2022 et 2023 vont être 2 années compliquées pour nous. Le contexte économique s'est fortement dégradé autour de nous. On l'a tous vécu, post-Covid. Un peu de désillusion déjà sur le monde d'après, où on voit bien que tout le monde est revenu à ses habitudes. La crise économique, l'énergie, la guerre en Ukraine. Voilà, toutes les crises qu'on a pu vivre un peu partout et qui font qu'il y a une tension extrême sur le pouvoir d'achat, sur la consommation. Et à la fin, le slip français, c'est pas une marque de mode. C'est pas une marque de mode avec un vestiaire très large. C'est la marque iconique des sous-vêtements français. On est une entreprise à mission qui défend, quoi qu'il en coûte, le 100% Made in France. Il n'y a que 3% de Made in France. On perd 10% de chiffre d'affaires par an, on fait toutes les décisions de coupe budgétaire, on réduit les équipes, on essaie de faire ça le moins mal possible, mais c'est super dur, humainement, économiquement, c'est super dur. Est-ce qu'à la fin, on se dit, finalement, le combat de tout fabriquer en France, il est trop dur? S'il n'y a que 3% des gens qui le font, à quel moment est-ce qu'il faut arrêter le combat? Est-ce que le slip français, qui aujourd'hui a 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, est la plus grande marque entièrement fabriquée en France, est-ce que si nous, on n'y arrive pas, si on continue à perdre 10% par an, est-ce qu'à la fin, on se dira, ça en est fini du textile made in France et ça ne marchait pas? Quand on demande aux Français, c'est 78%, 85% des Français qui sont prêts à acheter made in France quand ils en ont l'occasion. La réalité, c'est qu'ils sont prêts à mettre seulement 5 ou 10% plus cher, et en 2024, je pense que c'est moins que ça, et que ça ne fait pas les maths. Donc est-ce que ce Made in France, il vaut mieux se laisser tomber, se dire ok, c'était une belle aventure, ou est-ce qu'il faut s'accrocher et se battre? Je ne donnerai pas la réponse aujourd'hui. La solution, j'en suis convaincu, c'est de rendre le Made in France plus accessible, de vous permettre d'acheter des produits Made in France moins chers, et donc l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut rendre notre sous-vêtement en fabrication 100% française plus accessible. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Mais la réponse, elle passera par vous, avec vous, ensemble. Et je vous donne rendez-vous le 3 avril à 9h.